Alors moi, c'est ça qui m'insupporte de savoir qu'en fait, on impose des vaccinations obligatoires à des animaux. Faut pas oublier que s'ils ont traversé des siècles et des siècles sans vaccination, c'est peut-être qu'ils ont une immunité, une capacité d'immunité naturelle. On nous fait croire que c'est une nécessité absolue parce que c'est les laboratoires qui sont aux commandes. Le principe de précaution n'est pas appliqué là. En fait, on vaccine à tour de bras sans avoir connaissance des conséquences des produits injectés. Quand on prend la casquette de mandataire de l'État, assis debout couché, on est aux ordres, on obéit. Ben, je pense qu'il faut pouvoir se regarder en face pour faire ça, pour faire des ignominies pareilles. Parce que détruire des animaux, c'est détruire l'éleveur aussi. Alors bonjour Florence. Bonjour Estelle. Tu es éleveuse de bisons bio dans la Creuse. Exact. Nous t'avons déjà interviewé 2 fois auparavant. En juin 2024, lorsque tu te déclarais fatiguée par les politocards, comme tu les appelais, et lorsque tu envisageais de te présenter aux législatives. Et une seconde fois en octobre 2024, après ta campagne électorale, expérience après laquelle tu t'es dit « Nous vivons bel et bien en pourritocratie ». Beaucoup de choses en tant qu'agricultrice, éleveuse, te révoltent. Et aujourd'hui, nous allons principalement axer cette vidéo sur la thématique de la vaccination animale et de ce que tu vis comme des aberrations. Exact. À l'heure actuelle, on parle principalement du problème de la DNC, qui n'en est pas un. On dit que c'est un problème sanitaire. Ça n'a rien de sanitaire dans le sens où la maladie n'est pas mortelle chez la vache et ne se transmet pas non plus à l'espèce humaine. Donc, en faire un problème d'urgence sanitaire, c'est juste fait pour soumettre les éleveurs à une vaccination forcée. Alors, on rappelle que la DNC, donc c'est la dermatose nodulaire contagieuse. Nous allons y revenir. Auparavant, on va présenter Claire Chevalier, qui est à tes côtés. Bonjour, qui est ingénieure en management des organisations et des certifications dans l'industrie depuis 2004. Alors, autrement dit, on va simplifier un petit peu. Tu analyses, tu vérifies la performance, la conformité et la qualité des produits et process industriels. C'est ça? Exact. Tu aimes analyser les choses de manière globale, systémique, mais aussi très détaillée. Alors, pendant la période Covid, tu t'es penché sur la question des process industriels des vaccins ou, autrement dit, inoculats. En 2022, tu rencontres un agriculteur qui a perdu tout son troupeau. Tu identifies que son problème n'est pas agricole, mais industriel et lié aux non-conformités des installations d'énergie renouvelable. Et de fil en aiguille, tu t'es penché sur toutes les questions agricoles, comme les maladies et vaccins qui vont avec, parce que tu es convaincu que si le modèle agricole français s'écroule, on tombe tous avec. On suit avec, oui. Donc pour résumer en 2 mots, je suis plutôt aujourd'hui une citoyenne révoltée qui essaye de s'engager dans une sorte de combat parce que je pense que c'est un combat. Après, de par mes compétences principalement professionnelles, je suis en mesure d'aider, d'apporter des solutions, d'essayer d'ouvrir les débats et éventuellement les questions parce qu'on s'aperçoit que notre système essaye de tout bloquer. Donc il faut se tourner vers d'autres horizons. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Florence, que j'ai rencontré Luc Offray, que j'ai connu aussi d'autres éleveurs en galère. Et je fais aussi en complément une formation en naturopathie. Donc, je suis en cours de formation. Ça me donne une vision un peu plus médicale et voilà, de la question des vaccins. Un petit détail qui, à mon avis, a son importance, que nos instances feraient bien de se rappeler, mais l'être humain est composé de beaucoup plus de virus, de bactéries, de levures, de champignons, de tout ce qu'on veut, de bactéries, que de cellules. Voilà, donc essayer de nous faire croire qu'on doit vivre dans un monde complètement aseptisé, eh ben, je pense que c'est juste un formatage, histoire de nous vendre des produits pharmaceutiques. Mais qu'est-ce que la dermatose nodulaire contagieuse? Quels sont les symptômes chez un animal et
Quel type d'animaux touche-t-elle ? C'est transmis par un insecte, donc de vache en vache, pas spécialement, mais par un insecte. Donc on n'éradique pas le problème initial, on éradique la victime, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, on éradique des animaux sains pour leur éviter d'attraper la maladie. Ça, c'est une chose. C'est comme une variole dans le sens où ça file des boutons à l'animal, ça donne un peu de fièvre, mais ça n'est pas mortel. Précision sur la DNC, c'est que sur des animaux qui vont être immunodéprimés, les nodules ne vont pas être simplement en extérieur et sur la peau. Ils peuvent être sur les muqueuses internes, ils peuvent être sur tous par exemple les intestins, ça peut être sur des organes internes, par exemple dans la bouche, dans le tractus intestinal. Donc là, on est quand même sur des formes plus graves, mais ça reste assez rare. Quand est apparue cette maladie ? Alors, dans le monde, c'était en Afrique en 1929 et en France, c'est depuis juin de cette année. Il y a eu combien de victimes de la DNC en France ? Alors, de la DNC directement, pas à ma connaissance. Par contre, des mesures sanitaires pour lutter contre cette épidémie qui n'est pas mortelle, des milliers. Depuis l'invention de l'outil Casper-Christophe, qui est une sorte d'outil chimique de découpe des virus, on peut découper tous les virus, insérer tout ce qu'on veut dedans et créer des virus qui vont sortir de leur milieu naturel, c'est-à-dire que partir de virus animaux, les rendre transmissibles à l'homme et peut-être vice-versa. Et quand on sait que la loi bioéthique a été votée et qu'elle permet ce qu'on appelle les chimères, hein, c'est-à-dire ce sont des mélanges de gènes animaux et humains, on se dit qu'on est complètement là-dedans et que toutes les... Comment je vais pouvoir appeler ça tripatouillage. Tous les tripatouillages sont possibles. Et quand on sait aussi qu'il y a des gens qui ont une puissance phénoménale et dont le but est simplement de gagner de l'argent, alors, ils ont étendu des vaccinations, enfin des inoculats, à quasi la planète entière. Là, ils refont la même avec les animaux. Et je pense que science sans éthique peut mener à des choses très graves. Il est possible que la DNC soit un signe de cette dérive avec les animaux. Et moi, personnellement, j'y vois un danger dans le sens où les êtres humains qui vont consommer les produits issus de la vaccination, que ce soit lait ou viande, risquent fort d'être impactés et contaminés. Alors justement, on va parler du vaccin. Donc, il y a un vaccin actuellement contre la DNC et on demande aux éleveurs de faire vacciner leurs animaux. Depuis quand contre cette maladie ? Alors, depuis que le virus est apparu en France, subitement, on a eu une mesure d'urgence sanitaire qui a été déployée, mais de façon extrêmement violente, surtout pour les agriculteurs, parce que voir leur cheptel éradiqué, hein, c'est même pas mis à l'abattoir, c'est purement détruit, c'est d'une violence inouïe. Et tout ça, pour moi, c'est un levier pour faire chantage, pression aux agriculteurs pour les obliger à vacciner. Alors, pire encore, c'est que dans certains cas, on les oblige à signer une décharge concernant donc ces vaccins. Donc, les autorités qui imposent ces vaccinations sont déchargées de toute responsabilité. Ça incombe donc aux paysans les conséquences, que ce soit animales ou humaines, donc par la consommation. On les oblige à acheter ces vaccins. Et on a même découvert tout récemment que ces vaccins sont même parfois périmés. Mais les autorités imposent la vaccination, même avec des vaccins périmés. Ça va très très loin. À ce sujet, j'ai le témoignage de 2 éleveurs. Un qui s'est rendu à une manifestation. Sa vache avait été déjà vaccinée pour la FCO. Quand il est rentré sur le lieu de la manifestation agricole, le vétérinaire n'a pas posé de questions. Il a injecté l'animal. Et ben cet animal est tombé malade, a été malade pendant 1 an, donc plus de production laitière. Elle a enchaîné les avortements.
Bon, alors l'éleveur a gardé son animal plus par affection, parce que c'était plus un animal qui avait la moindre rentabilité commerciale, on va dire, hein. Ça, c'est une première chose. Et j'ai eu un témoignage aussi d'un éleveur qui, lui, élève des animaux pour la reproduction. Donc, étant donné que cette vaccination est nouvelle, qu'on n'a pas trop de traçabilité sur les produits. Je crois que les éleveurs, on leur donne rien, hein. On leur donne ni numéro de lot. Bon, ce sera à vérifier, mais je pense qu'ils n'ont pas grand-chose sur ce sujet. J'ai fait quelques petites recherches. J'ai trouvé 2 vaccins, le Bovimon LSD et l'autre, c'est le Bovilus, je crois. Qui sont le Bovilis, l'Impivax, qui sont des vaccins à virus atténué. Et quand j'ai lu un petit peu la description, alors déjà, ils disent que comment dire, l'atténuation du virus n'est pas toujours la même, hein, selon les vaccins. Donc, on en vient à ces histoires. C'est que lorsque vous faites un procédé industriel et créez un vaccin, un produit, n'importe quel produit, vous devez garantir que tous les mêmes ingrédients d'entrée vont donner le même résultat de sortie. Donc là, on est encore dans quelque chose qui est complètement aléatoire. Pour je ne sais quelle raison, là, ce serait des sujets à creuser. Donc, cela veut dire que certains animaux, entre guillemets, vont être sous-vaccinés, d'autres vont être survaccinés. Je pense que l'État fait carrément de l'expérimentation, hein. Je pense que c'est la tendance. On fait carrément, on fait plus de l'expérimentation en laboratoire, on la fait direct sur les populations, qu'elles soient humaines ou animales, hein. Nous, on nous laisse souffler un petit peu, c'est les animaux qui reprennent le flambeau, les pauvres. Et donc, cet éleveur qui fait des animaux pour la reproduction risque d'avoir des problèmes. Pourquoi ? Parce que, par exemple, vous vaccinez un poulet. Bon, le poulet, au bout de 2 mois, 3 mois, il est mort. Bon, le vaccin est délétère, il ne va pas se passer grand-chose, ou peut-être pas, ou ça ne sera pas quelque chose de visible. Alors qu'un animal qui est destiné à la reproduction, il va vivre, je crois qu'il m'a dit, au moins une dizaine d'années. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que ces animaux vont développer comme pathologie ? Et qu'est-ce qui va se passer sur la descendance ? Et encore, je suppose, hein, puisque là on parle de vaccins à virus atténué, on ne parle pas de ce qui est en préparation et qui sont les vaccins à ARNM. Pour moi, ils ne font pas que jouer aux apprentis sorciers. Pour moi, le but est, déjà par les mesures sanitaires d'abattage de cheptel, une façon d'éradiquer le cheptel français. De nous priver de souveraineté alimentaire, du coup de nous orienter vers une consommation qui nous orientera vers tout ce qui est accord du CETA, Mercosur. Et on sait que là-bas, ils n'ont pas la même éthique qu'en France en matière d'élevage. Nous, on a quand même un minimum de respect du bien-être animal. On a un certain charte de qualité qu'ils n'ont pas dans ces autres pays. On a découvert, je me rappelle il y a quelques années de ça, qu'il y avait au moins 40 substances illicites dans la viande du CETA. 40. Tu veux dire illicite en France, illicite mais autorisé là-bas. Oui, illicite en France. Là-bas, en fait, il n'y a pas de limite. Donc, d'après ce que tu disais tout à l'heure, Claire, il y a plusieurs types de vaccins qui sont injectés aux animaux, là, actuellement ? Pardon. Alors, ce sont les mêmes types de vaccins qui sont des vaccins à virus atténué. J'ai trouvé celui-ci. Et j'ai trouvé celui-ci, sachant que mes recherches ne sont pas exhaustives. Et dans la notice de celui-là, alors, j'ai l'air un petit peu pauvrette là avec mes deux petites informations, sauf que pour arriver à les trouver autre que juste ça, hein, il faut gratter, ça prend du temps. Et tout à l'heure, je lisais, et qu'est-ce que j'ai vu ?
Alors, je vais essayer, c'est écrit en anglais, je vais essayer de traduire. La protection fournie par le vaccin dépend du niveau de l'atténuation. Donc, moi, en tant qu'industriel, je comprends que tous les lots de vaccins n'ont pas la même atténuation du virus. Le virus n'est pas atténué de la même façon. Dose et volume. And the title, et le titrage de l'atténuation du virus du vaccin dans le produit final. Donc c'est bien ça. Pour moi, il n'y a pas une uniformité dans la quantité de virus atténués, c'est-à-dire les virus ne sont pas atténués de la même façon dans les vaccins. Alors après, est-ce que c'est par l'eau? Est-ce que c'est par quantité de production? Je ne saurais pas dire. C'est juste une interrogation parce que tout ça, c'est nouveau, on découvre. Donc là, un agriculteur qui va faire vacciner donc ses animaux, parce qu'il n'a pas le choix. Il n'aura aucune garantie. Alors, il peut choisir entre plusieurs vaccins. Comment ça se passe? Non, il n'aura pas le choix. Ça va être les vétérinaires qui vont mettre en pratique une vaccination. Ils veulent donner l'illusion que la vaccination est obligatoire. Je ne vois pas sur quel motif légal, scientifique, ils obligent à cette vaccination puisqu'elle n'est pas mortelle pour la vache, elle n'est pas transmissible à l'homme. Et pire encore, le vaccin n'a fait aucune preuve de son immunité, puisqu'on a déjà des cas de cheptels français vaccinés et euthanasiés. Donc, le fait d'être piqué n'empêche pas de se faire buter. Alors, qu'on comprenne bien, parce qu'il y a des gens qui vont écouter qui ne se rendent pas compte de l'ampleur du problème là, et qui ne connaissent pas vraiment. Si un animal est malade, on le tue. C'est bien ça? Il n'a pas besoin d'être malade pour être tué. Il faut savoir que les mesures soi-disant d'urgence sanitaire font éradiquer des cheptels sans avoir fait de dépistage. Il suffit d'un individu positif, alors qu'il peut être le seul individu positif dans tout un troupeau. Et là, ils nous ressortent, abracadabra, le test PCR. Voilà, un PCR est capable de détecter quelque chose qu'on a en nous, mais qui n'est absolument pas pathogène. Mais si on le surmultiplie, je ne sais pas, peut-être qu'on aurait la DNC, nous aussi, si on surmultipliait les cycles d'un PCR. Donc, comme pour l'inoculat coco, il peut y avoir, je pense, des faux positifs. Alors, est-ce qu'on teste les animaux quand ils ont des symptômes? Tiens, les questions que je me pose, ça me rappelle une période. Ou est-ce qu'on teste les animaux maintenant, même s'ils n'ont pas de symptômes, et s'il y a un cas positif, on le bute lui et ses camarades? Là où c'est aberrant, c'est qu'on devrait faire cas par cas, c'est-à-dire dépister chaque animal avant, théoriquement, de le vacciner. Parce que si l'animal est asymptomatique, si on peut appeler ça comme ça, qu'il a été malade et qu'on le vaccine par derrière, quelles sont les conséquences pour sa santé ? C'est peut-être pour ça qu'on a déjà des cas de vaches mortes au bout de 24 heures d'injection. On ne sait pas quelles sont les raisons. Est-ce que c'est le vaccin directement qui les a tuées ou c'est parce qu'elles ont fait un choc immunitaire du fait de se reprendre une deuxième dose en quelque sorte? Effectivement, quand on voit un animal présentant les symptômes, on sait qu'effectivement, il est atteint de la DNC. Mais tous ses autres camarades peuvent être sains. Ils n'ont pas été nécessairement contaminés par le contact avec cette vache puisque c'est un insecte qui transmet la maladie. Donc, s'ils n'ont pas été en contact avec l'insecte, ils ne sont pas nécessairement contaminés et quand bien même, ils peuvent aussi avoir acquis une immunité naturelle. S'ils sont asymptomatiques, ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème. Donc là, en gros, si je synthétise, un animal est malade. Est-ce qu'on le teste pour savoir s'il a la DNC ? Et là, oui, il a la DNC, donc on l'euthanasie et tous les animaux autour. Apparemment, normalement, le vétérinaire, il doit quand même se baser sur un test PCR. Alors, je ne sais pas comment ils font parce que ils les testent un jour, le lendemain, ils les abattent. Et il suffit effectivement qu'il y ait un animal dans un troupeau de, ça peut être 50, 150, ils vont euthanasier les 150 vaches. C'est là où c'est pas normal. Alors, l'asymptomatique, c'est quelque chose qu'on a essayé de nous faire croire pendant le Covid, mais ça n'existe pas. Moi, je suis asymptomatique de la peste, je suis asymptomatique de la variole, ça n'existe pas.
pas la symptomatique, étant donné, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a tous en nous une foultitude de virus, bactéries qui ne sont absolument pas pathogènes et qui peuvent le devenir simplement quand on a un déséquilibre dans l'organisme. C'est comme Escherichia coli, on en a dans l'intestin. Je suppose que pour les animaux, ils n'ont peut-être pas Escherichia coli, mais ils ont d'autres bactéries équivalentes. Escherichia coli, ça devient problématique lorsqu'il y a un déséquilibre, lorsqu'il y a une prolifération de cette bactérie. Donc, cette mesure-là n'a que pour moi, elle n'a que deux buts: vendre du vaccin et éradiquer des cheptels. Et puis moi, tu me confirmeras ou pas, Florence, mais moi j'ai quand même constaté qu'ils s'en prenaient à des races de bovins quand même particulières, un petit peu originales, qui auraient peut-être justement des propriétés plus résistantes ou des choses comme ça, comme si ils voulaient se débarrasser du vivant, du vivant le plus originel. C'est clairement ça. Ils se débarrassent de races anciennes, rustiques, des races qui, en fait, devraient être presque classifiées au patrimoine mondial, puisque elles sont atypiques, elles sont pas dans une globalité, une conformité, un rendement. C'est vraiment proche du naturel. Et justement, ces espèces-là ont certainement cette capacité à mieux savoir se défendre qu'une vache semi-industrielle. Et comme on veut harmoniser et rendre les agriculteurs obligés de vacciner, de traiter et ainsi de suite, une race rustique ne les intéresse absolument pas. Ce sont des niches particulières. Ça produit tel ou tel type de fromage, tel lait avec telle qualité, avec tel acide butyrique. En fait, que des propriétés qui sont plutôt vertueuses et saines pour la santé. Comme je le dis souvent, Hippocrate disait que notre meilleur médicament est notre aliment. Donc ces animaux-là sont clairement bons pour la santé au niveau consommation. Malheureusement, on n'en veut pas. On veut de la Primolstein qui fait 40 litres de lait, qui est dilué, avec un comportement qui n'est plus le même que le comportement ancestral des vaches. Une vache, c'est vrai que malheureusement, pour en extraire le lait, eh bien, on la sépare de son petit. Son petit est élevé dans une case avec des produits qui sont nouveaux, qui sont appétants, qui les rendent même limite en concurrence parce que c'est une forme d'addiction, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus sucré. Donc, ils deviennent agressifs les uns envers les autres. Ils n'ont plus le même comportement sociétal qu'avait autrefois le troupeau de vaches. Je conseille même d'aller voir le CSI, justement, avec l'interview du vétérinaire. Il raconte tout ça, c'est juste magnifique. Vous avez déjà donné des pistes de réponse tout à l'heure, mais ça paraît tellement délirant que pourquoi on chercherait à détruire les cheptels français ? C'est quoi la vision à long terme, selon vous ? La vision à long terme, c'est faire disparaître la paysannerie, faire disparaître notre autonomie alimentaire. De ce fait, faire disparaître aussi la viande de qualité ou le lait de qualité. Parce qu'on va devoir forcément importer pour notre survie. Ces importations n'ont pas les mêmes réglementations que nous, on a en France. Pas le même cadre, que ce soit sanitaire, bien-être animal ou autre. Et tout ça n'est pas fait dans notre intérêt. Pour moi, c'est clair, précis, c'est pour nous nuire. C'est aussi, sans oublier, ce qui s'est passé avec les vignes. La France est particulièrement visée. Les vignes, on procède à des arrachages. Suite à ça, il y a des feux parce que les vignes sont des pare-feux. Comme le disait Florence tout à l'heure, chaque exploitation agricole en moins, c'est potentiellement un champ de panneaux photovoltaïques en plus. Ce que l'on est en train d'assister, c'est l'assassinat, la destruction de tout ce qui est artisanal, de tout ce qui est qualitatif. Aujourd'hui, dire encore que la France, c'est le pays de la gastronomie, on ne mange que des produits qui sont pas bons, qui sont dénués de nutriments. On a tous des carences. Pour moi, la carence, c'était dans certains pays sous-alimentés, c'était pas la France.
Or, faites n'importe quelle analyse, je vous donne une liste de choses à vérifier, vous aurez des carences sur ces points-là. Et puis, bien évidemment, une fois qu'on aura transformé la France en pile électrique, en même temps, on aura nourri les copains de l'agro-industrie et de Big Pharma. Bon, on se fait du fric entre nous, on devient très puissant, et puis on a les capacités de nuisance assis debout couché avec la population. Et là, on en revient à l'agenda mondialiste. Donc tout se tient en fait. Alors, est-ce que l'objectif, ça serait de se retrouver dans un monde sans viande ou avec de la viande synthétique, où C'est on nourrit déjà nos insectes, qu'on devienne tous végétariens? Et c'est quoi le but? En fait, pourquoi on cherchera à nous nuire comme ça? C'est quoi le plan final? Ça fait déjà plus de 40 ans qu'ils travaillent sur le fait que nous devions manger de la viande synthétique, donc des cellules de vache qui auront poussé en laboratoire grâce à des hormones de croissance. Ils veulent nous faire manger des steaks d'insectes. Après, ils veulent aussi nous faire manger des steaks de soja OGM, ultra transformés et hyper carbonés. Alors, on nous parle d'être vertueux, d'aller travailler à pied, mais on fait venir notre nourriture de l'autre bout du monde. Mais ils se foutent de notre gueule, c'est le en même temps. Alors, une des premières logiques, c'est effectivement les marchés de type Mercosur. Alors, notre ami Manu a essayé de nous faire croire « Oh non, non, jamais je signerai ça ». Mais en fait, on ne lui demande pas son avis. Il a juste essayé de faire un petit peu de cinéma, peut-être pour se faire bien voir par la population. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On renforce des personnes comme la FNSEA avec notre ami Arnaud Rousseau, qui a des intérêts au Brésil et en Ukraine. On supprime les bons produits français pour faire venir des produits qui sont délétères, qui n'ont pas du tout les mêmes normes qualité, qui sont élevées avec des hormones, des choses délétères, mais c'est pas grave, on va tomber malade. Donc là, on va favoriser le marché pharmaceutique. Bien évidemment, on entretient aussi des mélanges de populations pour créer des désordres, pour faire disparaître les identités. Parce que si on y regarde bien, consommer les produits locaux, c'est identitaire. Et quand on est dans une logique d'une seule gouvernance mondiale, on uniformise, c'est plus simple à diriger. Et puis, on réduit, c'est encore plus simple à diriger. Mais à la base, il y a effectivement une logique mercantile. C'est pas qui veut gagner des millions, c'est qui veut gagner des milliards. On en est là. Donc, comment on fait, nous, simples citoyens, pour se révolter contre ça, pour arriver à faire comprendre à nos concitoyens que non, l'identité numérique, c'est pas pour ta sécurité. Non, payer ton téléphone portable et ton abonnement Internet pour faire chez toi les démarches administratives, c'est pas pour te simplifier la vie. Alors, pour en revenir à la DNC, imagine que toi, tu es un animal. Après, on reviendra sur ton exploitation particulière parce qu'elle est bien spécifique. Mais que tu es un animal qui soit malade et qui a un élevage à 5 km de chez toi. C'est-à-dire que non seulement ton troupeau est exterminé et le troupeau du voisin aussi. C'est ça qui se passe ? Alors, peut-être pas exterminé. Il sera peut-être, on va lui faire des moyens de pression, des chantages pour lui dire tu dois vacciner si tu veux pas qu'on extermine ton troupeau. Par contre, ça s'est vu là tout récemment que justement un cheptel a été éradiqué. Et que de l'autre côté de la clôture, un cheptel qui n'était pas en contact, c'était des veaux. C'était une dizaine de veaux. Ils n'ont pas été en contact direct avec ces animaux-là. Ils semblaient présenter des signes de bonne santé. Ils n'ont pas été dépistés. Mais pour autant, ils ont été euthanasiés. Et alors, le fin du fin, c'est que les gendarmes sont allés taper à la porte de tous les habitants du coin en disant « Vous fermez vos volets, vous n'avez pas autorisation de filmer quoi que ce soit, vous ne regardez pas ».
Sauf que dans le lot, il y a eu une personne qui a été quelque peu réfractaire aux ordres en disant « je suis chez moi, je fais ce que je veux ». Et elle a observé la situation. Donc ils ont fait appel à des élèves vétérinaires qui certainement ont dû avoir une sorte de chantage en disant « pour valider vos études, il va falloir faire un petit peu de carnage ». Et donc ils ont eu un mal de chien à euthanasier ces veaux parce qu'ils n'ont pas encore les compétences pour savoir se positionner vis-à-vis d'un animal. Et sans compter qu'a priori, ils ne les ont même pas endormis avant de leur ôter la vie. Quand on veut respecter le bien-être animal, le minimum, c'est d'endormir l'animal avant de lui injecter le produit létal. Mais là, ça n'a pas été fait. Il paraît que c'était un véritable carnage. Alors évidemment, il paraît, mais parce qu'on n'a pas le droit d'aller porter plainte. C'est l'État qui a décidé, donc on respecte. On ne peut pas porter plainte contre une mesure qui a été édictée par les services de la préfecture. Effectivement, tout est fait pour ne pas pouvoir s'opposer juridiquement. Il faut savoir que les éleveurs ont le droit de faire un référé lorsque la police, parce que c'est vrai que c'est la police qui se présente, alors il y a des tas de problèmes dans différents endroits, avec des trafics de drogue qui perdurent, des gens qui se font poignarder, les coupables sont dans la nature, voilà. Mais on envoie 15-20 gendarmes chez un éleveur pour euthanasier ces animaux. Alors, normalement, l'éleveur a le droit de faire un référé, seulement on ne lui en laisse pas le temps. Et quand on essaye un petit peu de s'approcher des questions réglementaires, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des directives européennes. Il y a l'OMSA, l'Organisme mondial de la santé animale, avec la loi sur la santé animale. En dessous de ça, il y a les directions régionales, les GDS, et il y a aussi le plan national d'intervention sanitaire, je crois, si je me souviens bien du titre. C'est-à-dire que le plan national peut aller bien plus loin que ce que recommande notamment la loi sur la santé animale. Donc, dans certains cas, on nous dit « Ah non, mais les lois nationales ne sont pas bonnes, c'est l'Europe qui domine. » Et puis, dans certains cas, on leur dit « Ah non, l'Europe, elle dit à minima. » Donc, ils n'ont peut-être pas eu le temps de corriger tous les décrets, enfin bref, toutes les lois européennes. Donc, on dit à l'État, et notamment l'État français, qui est un excellent bon élève, qui va laver plus blanc que blanc, qui va euthanasier plus euthanasiquement que naziquement, que les autres. Pourquoi on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une logique de destruction derrière ça. Ça ne peut pas être autre chose. Quel est le besoin d'euthanasier des animaux qui sont sains ? Quel est le besoin d'euthanasier même un animal qui commence à être malade, qui a peu de symptômes ? Il y a des choses qui s'appellent des médicaments. On peut en citer certains, comme le fenbendazole, l'ivermectine, qui marcherait très très bien sur les animaux. Sur les animaux, ça nous a été confirmé par des vétérinaires qui ne veulent pas s'inscrire là-dedans, parce qu'il faut savoir que le vétérinaire, il a 2 casquettes. Il a une casquette de vétérinaire qui est à son officine et il a une casquette de mandataire de l'État. Donc, quand on prend la casquette de mandataire de l'État, assis debout couché, on est aux ordres, on obéit. Ben, je pense qu'il faut pouvoir se regarder en face pour faire ça, pour faire des ignominies pareilles, parce que détruire des animaux, c'est détruire l'éleveur aussi. On voit tous l'exemple, comment il s'appelle, Pierre-Jean Duchesne, ce pauvre jeune de 28 ans qui s'est fait euthanasier 140 bovins, je crois, lui. Bon, ben, ce gars-là, il s'en remettra pas. Ça sera très compliqué. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est pas normal. Un agriculteur qui ne voudrait pas faire vacciner ses animaux contre la dermatose nodulaire contagieuse, il a le droit de le faire ? Non. Théoriquement, un agriculteur n'a pas le droit de s'opposer à cette décision étatique. Mais cette décision, elle a été prise sans base scientifique. Étant donné que ça ne tue pas les vaches,
que ça ne se transmet pas à l'homme, où est l'urgence sanitaire? C'est là où il faut se poser la bonne question. À un moment donné, ça n'a aucune cohérence, en plus de vacciner par exemple un animal avant d'être abattu. Parce que pour avoir le droit d'amener son animal à l'abattoir, on doit le vacciner dans les 24 heures qui précèdent son décès. À quel moment ça va protéger l'animal de la maladie puisqu'il va de toute façon décéder? Nous avons le cas d'une éleveuse qui nous dit qu'elle a besoin de faire abattre des animaux. Elle refuse de vacciner, mais pour avoir le droit de faire abattre ces animaux, elle devra les vacciner avant de les amener à l'abattoir. C'est l'abattoir qui refuse de prendre des animaux non vaccinés parce que ce sont des mesures qu'on leur impose. Donc les agriculteurs sont pris à la gorge, sans revenus, puisque sans possibilité de commercialisation, eh bien ils se retrouvent dans une misère noire. Et c'est le but, éradiquer l'élevage, éradiquer les paysans, éradiquer notre souveraineté alimentaire. Là, on oblige l'agriculteur à vacciner ses animaux, on l'oblige à signer un document comme quoi il est responsable en cas de problème sanitaire sur ces animaux ou sur les humains qui vont consommer les produits issus de ces animaux injectés. C'est juste hallucinant. La charge devrait revenir à celui qui impose. Mais celui qui impose, on sait bien que c'est l'État. Alors, enfin, l'État, nos gouverneurs, pardon. Parce que nous, Français, on est censé être un peuple souverain et on n'a en fait aucune souveraineté. On n'a plus le droit de s'opposer à quoi que ce soit de leurs décisions qui sont plus qu'autoritaires. Alors, il y a une nuance entre abattage et euthanasie. L'abattage, c'est donc ce qui se passe en abattoir, c'est pour la consommation humaine. Donc oui, on impose la vaccination avant d'être abattu et donc consommé. Par contre, pour l'euthanasie, ce qui était la première mesure, soi-disant, pour sauver l'humanité, limite, ça a été de tuer à tour de bras pour après expliquer aux paysans qu'on avait la solution, c'était de leur proposer la vaccination. Sauf que cette théorie ne tient absolument pas la route, puisque même vaccinés, les animaux peuvent être euthanasiés, c'est-à-dire incinérés. Ils ne seront pas destinés à la consommation humaine. C'est du gaspillage pur et dur. C'est ce qui explique aussi l'envolée des prix de la viande. C'est pratique. Les Français n'auront plus les moyens financiers de s'offrir de la vraie viande. Après, ils n'auront qu'à se rabattre sur tout ce qui est synthétique et artificiel. Alors, on a un autre problème, c'est que c'était assez localisé, mais comme de par hasard, étant donné qu'ils se sont mis à abattre des troupeaux complets, les services d'équarrissage de la Savoie étaient débordés. De ce fait, d'autres généreux préfets ont réquisitionné les services d'équarrissage de leur département pour aller récupérer les animaux contaminés, pour ensuite les rapatrier dans leur département. Ce qui est quelque part un petit peu comme pour le Covid, où on a fait un battage médiatique en disant qu'on allait répartir des malades dans des zones saines. Vous voyez le concept. C'est-à-dire que c'est presque, alors on va dire accidentel, le fait de contaminer du coup d'autres départements. Et une petite précision pour revenir sur les marchés, toujours un vétérinaire qui m'expliquait ça, c'est que certains marchés, comme le marché canadien, alors c'est extraordinaire parce que le marché canadien apparemment nous vend à nous de la viande dont tu disais qu'elle était pas très conforme, on va dire, hein. Voilà, pas aussi conforme que la nôtre, mais nous, on ne peut pas vendre aux Canadiens un animal qui aurait été contaminé par la DNC et guéri. Donc soigné et guéri. On ne peut pas, ils ne veulent pas. Et j'ai essayé d'avoir des informations. Donc là, je pose une question, hein, c'est une ouverture. Je n'ai pas encore la réponse. C'est-à-dire, est-ce que seul le Canada a cette exigence ? C'est-à-dire que avant d'euthanasier les animaux, on devrait se renseigner de la filière du marché sur lequel ils sont. Et s'ils sont sur le marché canadien, on les euthanasie. Mais s'ils sont sur le marché d'un pays qui n'a pas ces exigences, ils ne devraient pas être euthanasiés normalement. Il y a encore une problématique à creuser sur le sujet, ou alors on ne se pose pas de questions, on ne sait pas quel animal va sur quel marché, et on euthanasie tout le monde. Et là aussi, les animaux, les éleveurs ont perdu la main sur leurs animaux, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus
vers quel marché vont leurs animaux. Parce que je vois par exemple l'éleveur que je connais qui engraissait des taurillons. Alors lui, ça partait, lui, il savait parce que ça partait chez Bigard. Mais à côté de chez moi, j'ai un autre éleveur qui, lui, engraisse aussi des taurillons. Ça part en Italie. Et apparemment, certains taurillons engraissés en Italie reviennent en France pour repartir sur je ne sais quel marché. Donc, il y a tout un micmac qui fait perdre la traçabilité de l'animal. Enfin bon, ils nous font croire qu'ils arrivent à la garder. Voilà, oui, qu'ils arrivent à la garder. Mais du coup, si seuls les animaux destinés à des marchés qui refusent des animaux ayant été contaminés par une maladie, même soignés, eh ben, il n'y a que ceux-là qu'on devrait abattre. On ne devrait pas abattre des cheptels entiers. On a décidé de se soumettre, enfin pas les Français. Nos gouverneurs ont décidé de nous soumettre aux directives européennes et en matière de transparence, l'Europe ne peut pas être plus opaque. C'est-à-dire qu'un produit peut venir de l'étranger. Alors, on a eu le cas tout récemment, alors c'est pas pour faire la pub pour mes confrères, mais la coordination rurale a chopé pendant les manifestations un cargo de 23 000 tonnes de colza OGM qui était destiné à l'entreprise Le Sieur pour faire du fleur de colza 100% français. Donc, dès l'instant où c'est transformé en France, ça devient 100% français. On ne peut pas faire plus opaque. Elle est belle, la réglementation européenne. Alors, moi qui suis un petit peu indirectement proche de Sylvie Charles, qui a décidé de faire une déclaration d'entrée en résistance du peuple français qui a été déclarée au national et à l'international. J'ai bien écouté ses leçons et elle dit bien que ça fait plus de 40 ans que nos gouverneurs violent notre constitution. Notre pays est censé avoir la souveraineté de la nation et le peuple est souverain. Nous, peuple français, nous avions voté non à l'Europe. Et il n'y a aucune raison pour laquelle on doive se soumettre à toutes ces directives qui ne sont pas une entraide, parce qu'on nous a vendu aussi une Europe de paix et de prospérité. On voit le résultat. On est dans une déchéance les plus totales et tout ça à cause de l'Europe. Nous avons continuellement des sanctions. C'est pas de l'entraide, ce sont des sanctions. Ursula von der Leyen, que j'appelle intimement la a décidé que la France deviendrait une zone de production d'énergie dite verte. Elle n'en a vert que le nom. C'est criminel, ça détruit la biodiversité, ça détruit la paysannerie, ça détruit les vies, ça détruit la santé d'à peu près tout le monde. Mais on occulte tous les effets secondaires délétères de ces installations. Les ondes, comme c'est aussi un cheval de bataille de Claire et de nombreux agriculteurs, sont nuisibles à notre santé, tout comme les antennes 5G. Mais ça, encore une fois, on ne nous le dit pas. Parce que c'est vrai, c'est pratique d'avoir des smartphones, des ordinateurs, et je le conçois. Mais faut arrêter l'escalade vers la déchéance, parce que c'est un peu contrario. Tu parles de la prédominance européenne, mais là, en l'occurrence, dans le cas de la DNC, c'est la France qui est encore, plus autoritariste que l'Europe. Oui, bien, c'est exact. La France est plus autoritaire que le reste des pays européens, mais dans bien des domaines. Dans d'autres situations, comme par exemple les manifestations, l'État est plutôt assez bienveillant, alors que chez nous, il est plutôt dans la répression. Nous avons aussi la vaccination contre la grippe aviaire et de façon expérimentale. Oui, parce que nous, les Français, on a la chance d'être des cobayes. Et donc, ils utilisent de l'ARN auto-amplifiant, auto-répliquant. J'ai eu une personne des services vétérinaires, puisque nous sommes contrôlés très régulièrement, lorsqu'on lui a expliqué les difficultés que nous avions eues à transformer du bison avec un peu de foie gras de canard pour faire un produit un petit peu plus luxe pour les fêtes de fin d'année, cette personne-là nous a dit « mais c'est hallucinant », elle n'était absolument pas d'accord avec le fait de vacciner les animaux, sachant qu'elle estime qu'à minima 40% de la volaille survit à la grippe aviaire, et que si on laisse ces 40% qui ont survécu reproduire, ils transmettent donc leur immunité de façon naturelle à leur descendance. Donc plus besoin de vacciner, ils sont protégés. Mais la doxa veut que l'immunité naturelle n'existe pas, qu'il faut vivre en milieu stérile. Et comme de par hasard, forcément, si on vit en milieu stérile, on est faible, il nous faut les vaccins. Donc, si on résume la situation pour les canards et les volailles françaises, depuis quelques mois, ou voire même... Depuis l'année dernière, depuis 2024, les canards français dans des élevages au-dessus de 250 têtes se retrouvent dans l'obligation
entre guillemets, vaccinal, et pire encore, avec un produit expérimental. Nous sommes dans un laboratoire géant. On ne nous a pas demandé notre avis en tant que consommateur, on ne demande pas non plus le consentement des éleveurs, ils ne sont pas d'accord avec ça, dans la plupart du cas, et pour autant, ça nous est imposé par notre gouvernement. Parce que ce n'est pas européen. Ce n'est qu'en France que nous sommes de véritables petits cobayes. Donc pour la maladie Pour la maladie des canards, la grippe aviaire, mais ça va donc aussi pour la volaille. Et ils veulent étendre ce type de vaccin expérimental à tout ce qui est bovin, caprin, équin, tout ce qu'on veut. Humain. Ah ben, on a déjà commencé, c'est nous qui avons commencé. Enfin non, je ne peux pas dire moi puisque j'ai refusé. Alors, il y a juste un effet assez terrible avec les canards et je crois aussi certains les poulets. Alors, ils ont fait quelque chose de très vicieux en 2024, c'est que une partie des canards avait un vaccin classique et une autre partie des canards avait un vaccin à RNM sans qu'on soit en capacité de qui a reçu quoi. Donc ça, c'est particulièrement vicieux. Et l'autre chose, c'est que les poulets, les canards, alors surtout les poulets, ne sont pas destinés à vivre très longtemps. Donc, on ne sait pas ce qu'il développe. Un poulet, je crois que s'il est abattu au bout de 3 mois, non ? Donc, qu'est-ce qu'il a développé ou pas Suite à la vaccination, tu veux dire ? Suite à la vaccination, qu'est-ce qu'il a dans son organisme ou pas ? On ne le sait pas. Et ça, c'est très vicieux. Et j'en reviens au cas de mon éleveur de bovins destinés à leur reproduction qui, lui, va garder ses animaux au moins une dizaine d'années. Donc là, on est dans une autre problématique. Et on ne sait pas non plus l'effet sur les êtres humains sur le long terme après ingestion régulière ou voire même ponctuelle de ce type de viande. Et il faut savoir que toutes ces vaccinations sont imposées sur des élevages de plus de 250 têtes. En gros, ça veut dire plutôt des élevages de type industriel. Des animaux qui ne sont pas en contact avec les oiseaux, les volatiles extérieurs, puisqu'ils sont élevés en quelque sorte en batterie à l'intérieur des bâtiments. Donc, ils ont pour ainsi dire un risque zéro d'être contaminés par des oiseaux. De plus, le temps qu'ils attrapent potentiellement la maladie, on va dire qu'ils sont proches de la date d'abattage, si toutefois ils l'attrapent, ce qui n'est absolument pas certain. Donc, c'est un préventif qui ne sert strictement à rien en réalité. C'est juste à engraisser les laboratoires, mais pire encore, quand il s'agit d'expérimentation à ciel ouvert, où on ne laisse même pas le choix aux consommateurs de savoir ce qu'ils vont avoir à consommer, c'est quand même gravissime. My body, my choice. Et est-ce que c'est indiqué sur les boîtes, par exemple, de magret de canard, au-delà de 250, donc animal vacciné ? Donc en fait, est-ce qu'on peut savoir, nous, en tant que consommateurs, si l'animal a été vacciné ou pas avant de l'acheter ? Est-ce que c'est une information qui est donnée au public, ça ? Non, l'information n'est pas donnée au public et je pense que c'est une des pistes d'action qu'on aurait, ce serait d'essayer de créer des filières, voir si c'est possible, en s'appuyant avec les syndicats. J'essaye de leur envoyer un petit peu des parutions, des messages, etc. Parce qu'arrive un moment, il va falloir arrêter de sortir les tracteurs, aller manifester dans les rues, c'est très bien, jeter de la bouse de vache ou tout ce que tu veux, voilà. Et puis se mettre à faire des filières. Je pense qu'il y a des points de droit sur lesquels on peut s'appuyer et notamment s'en tenir à la législation européenne qui est quand même moins dure que la législation française, enfin que les plans nationaux d'intervention d'urgence, tout ce qu'on veut là, qui sont quand même moins sévères. On pourrait s'appuyer sur ces plans-là. Pour une fois, on serait content de respecter les directives européennes pour créer des filières d'animaux dénués d'inoculats. Mais après, est-ce qu'il, justement, si on se met à faire ça, est-ce qu'il ne dirait pas, même en dessous de 250, maintenant, allez, piqûre ? Alors, c'est vrai que moi, étant un établissement ouvert au public, on a bien vu que lorsque, pour contourner la réglementation, les cinémas ou les restaurants avaient du coup réduit leur capacité à moins de 50 pour contourner la loi, oui, après, du coup, ils ont décidé que tout le monde devait se faire vacciner. Par contre, moi, en ce qui me concerne, je transforme des produits à base de canard. J'ai exigé d'avoir la certitude, j'ai une attestation qui prouve que ce que j'ai entrepris
n'est pas vacciné. Mes animaux ne sont pas vaccinés et les canards qui sont utilisés pour faire mes rillettes ou mes foie gras de canard, là, c'est sans vaccin. Et un éleveur de canards, il aurait le droit sur son site internet, s'il vend en ligne, de dire « mes animaux ne sont pas vaccinés », il en a le droit? Alors, c'est là où il faut, si on fait ce dont je viens de parler à l'instant, il faut faire la filière tout entière. C'est-à-dire, il faut rejoindre des éleveurs comme Philippe, comment il s'appelle, Philippe est dans le pré, Philippe Grégoire, qui dit il faut que l'agriculteur gagne de l'argent, c'est-à-dire qu'il faut se dégager de l'État. Excusez-moi, mais l'État est un macro, les éleveurs, les agriculteurs sont les prostituées, et on leur dit assis debout couché, on te drogue, file là-bas, va au panier, fais ça, autrement je te file pas ton fric. Voilà. Donc, on leur prend de l'argent, hein, parce que la MSA se sert très très copieusement sur l'agriculture. Donc on leur redonne des subsides, et quand on regarde bien ce qu'on leur redonne juste de quoi ce qu'ils puissent un petit peu survivre, hein, qu'ils s'en sortent à peu près. Donc il faut retracer la filière jusqu'au bout, jusqu'à la vente, comme c'était peut-être le cas dans les années 50, 60, avec des vraies coopératives qui vendaient des vrais produits. Il faut refaire des filières, il faut que l'élevage, l'agriculture se reprennent en main. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement maqués. Quand vous en avez qui s'achètent un tracteur à 300 000 euros, il n'est pas prêt de se sortir de ce système parce qu'il va falloir qu'il les paye, les 300 000 euros. Donc il va falloir un peu quelques années de PAC pour ça. Mais il devrait y avoir un moyen de faire une agriculture autre et qui se dégage de ce système, quitte à enfreindre des lois. Arrivé à un moment, on va être obligé de leur dire non, ça c'est pas possible, on s'oppose à vous, on se met dans une pseudo-illégalité parce que votre légalité c'est vous qui la décidez toute seule, donc nous on décide que votre légalité elle n'est pas légale et on va aller contre ça. Alors moi, c'est ça qui m'insupporte, de savoir qu'en fait, on impose des vaccinations obligatoires à des animaux. Faut pas oublier que s'ils ont traversé des siècles et des siècles sans vaccination, c'est peut-être qu'ils ont une immunité, une capacité d'immunité naturelle. On nous fait croire que c'est une nécessité absolue parce que c'est les laboratoires qui sont aux commandes. Parce que, je suis désolée, les vaches, comme les chèvres, comme les moutons, ils étaient là bien avant notre naissance à nous aussi, hein. Donc, faut pas exagérer. Alors, attends, on va vraiment s'axer sur toi. Toi, tu n'as eu aucun cas de dermatose? Non. Dans ton élevage? Dans mon élevage, je n'ai pas eu ça. D'ailleurs, pour l'instant, la Creuse est indemne de ce genre de maladie. Mais tant que notre préfète n'a pas été réquisitionner nos services d'équarrissage pour nous en mettre plein la vue. Parce que c'est au final les préfets qui ont fait des réquisitions qui sont quelque peu responsables de la contamination de leur département. Parce que aller chercher des animaux malades pour les rapatrier dans son département, c'est quand même exposé à un risque majeur. Donc, personnellement, je considère qu'ils sont responsables de ce qui arrive dans leur département si le département s'avère être non indemne. Tu nous disais tout à l'heure que ça se transmettait par les insectes. C'est-à-dire que dans un camion qui transporterait un cadavre, il pourrait y avoir par exemple une mouche. Oui. Et tu ouvres le camion, la mouche vole et va contaminer les bovins dans la nouvelle région. Théoriquement, avant transport, c'est censé subir une désinsectisation. Mais quand on empile plein de cadavres les uns sur les autres, je ne suis pas certaine de l'efficacité de la désinsectisation. Ce qui fait qu'il y aura toujours... le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Même en se déplaçant à pied, on peut avoir un accident. Alors, en voiture, d'autant plus. Et là, c'est pareil. Dès l'instant où on transporte des animaux théoriquement contaminés, il est bien évident qu'on introduit le risque dans le département. Tu as refusé toutes les vaccinations jusqu'à présent. Tes animaux ne sont vaccinés contre rien? Contre rien. Est-ce que tu as déjà eu des décès de bisons par des maladies qui, normalement... aurait pu être empêché par des vaccins, soi-disant? Alors non, il n'y a rien qui puisse être empêché par des vaccins. On n'a jamais vu un vaccin être totalement efficace. Surtout pas quand il s'agit de charge virale. Parce qu'un virus est mutant et d'une année sur l'autre, le vaccin n'a pas la même efficacité puisqu'il est fabriqué sur la série précédente.
Donc, forcément, il n'est pas réactualisé en 2.0 et il n'est pas d'une efficacité absolue. En plus de ça, théoriquement, un vaccin, c'est plus pour stimuler une défense immunitaire. Mais un animal bien entraîné a une défense immunitaire naturelle acquise et il n'a pas besoin de ce genre de stimuli. Autrement dit, est-ce que tu as déjà eu des animaux qui sont morts de maladies contre lesquelles il existe des vaccins? Alors, j'ai des animaux qui sont morts d'épidémie pour des vaccins qui sont normalement destinés aux vaches. Mais les vaches et les bisons sont quand même quelque peu différents. C'est un peu comme l'être humain et le singe. Je ne suis pas certaine que des êtres humains auraient le désir d'avoir des vaccins pour les singes pour essayer d'endiguer la maladie. Donc moi, je suis dans ce cas de figure où il n'existe aucun vaccin spécifique à l'espèce bison, quel que soit le type d'épidémie. Ensuite, moi, c'est la 4e fois du coup que je me retrouve impactée par la FCO. Donc FCO pour ovin, hein, ça touche tous les ruminants, donc je ne sais pas pourquoi on rajoute le O, il est inutile. Tu peux dire ce que c'est la FCO? La fièvre catarrhale ovine. La fièvre catarrhale ovine qui, comme son nom l'indique, est destinée aux ovins, mais ça touche tous les ruminants, les vaches, les chèvres, les moutons, les chevreuils, même les chevreuils, voilà, des animaux sauvages. Et j'ai pu constater que la cuvée 2024 a été beaucoup plus violente que toutes les précédentes. Et il faut se dire que maintenant, comme on joue avec la génétique, avec les insectes, hein, merci Bilou Bilou, nous avons des virus qui sont à la fois mutants et recombinants. Donc, ils sont à la fois à s'améliorer, un peu comme un auto-amplifiant, et alors non pas répliquant, mais qui s'associent. Et ça fait d'eux des warriors. Et j'aurais jamais cru que mes bisons, je subisse une telle hécatombe en 2024, sachant que les épidémies précédentes allaient en diminuant. La dernière épidémie que j'avais eue, j'avais dû perdre une dizaine de bêtes. Là, au total, près d'une 50aine. C'est plus que la première épidémie. Et selon toi, est-ce que le vaccin peut être responsable de l'évolution du virus? Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu des agriculteurs qui sont venus me témoigner de leur désarroi en disant qu'ils étaient convaincus que les vaccinations n'avaient fait qu'empirer la situation. Et comme on sait que de toute façon, un virus mute, le fait d'injecter un vaccin par-dessus un foyer de contamination, ça peut que engendrer des chimères. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est que on a pris le pli d'injecter des gens, des animaux, en pleine période de maladie. Ouais, alors que le but d'un vaccin, c'est d'être injecté dans une période de façon anticipée, oui, totalement, à un moment où la personne et l'animal est en parfaite santé. Ça n'est pas fait pour être injecté sur un animal malade ou sur un animal, une personne immunodéprimée, avec donc une baisse du système immunitaire. Donc ça, c'est la première chose. Donc, du coup, on est en train de dévoyer le système. Et après, il y a d'autres éléments, parce que c'est hyper complexe, toutes ces histoires. Alors, ça ne s'applique pas à Florence, mais tous les bovins qui sont... Moi je me rappelle, j'ai été stupéfiée quand on m'a parlé de tourteaux de soja pour les vaches. Mais depuis quand les vaches mangent du soja? Les vaches, ça mange de l'herbe. Il y a tous les éléments qui vont bien dedans, qui font leur santé. Non, des tourteaux de soja, je ne sais pas encore quelle farine ou je ne sais pas quoi ce qu'on leur donne. Donc, il y a une baisse du système immunitaire. Après, vous rajoutez à ça l'environnement électromagnétique croissant qui induit une baisse immunitaire. Après, un animal tombe malade, on lui injecte un truc qui va lui faire une réaction inflammatoire, qui va baisser son système immunitaire. Et après, on s'étonne qu'ils sont tous malades. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, de plus en plus de vaccinations, de plus en plus d'animaux et d'humains malades. Et puis, de plus en plus de milliardaires. Donc, quand même, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Claire, là, justement, ils utilisent l'argument de « vos animaux sont encore sains, on vaccine ». Tu disais « on vaccine les animaux malades ou immunodéprimés »,
Mais là, l'objectif, c'est de vacciner, que les agriculteurs vaccinent leurs animaux, là, alors qu'ils sont bien portants aussi. Oui, en fait, c'est tout le monde, il n'y a aucune cohérence. Ils vaccinent aussi bien des animaux contaminés que sains. C'est-à-dire que, normalement, théoriquement, un vaccin, c'est en préventif. C'est avant d'être attaqué par la maladie. Sauf que quand on est déjà en baisse immunitaire, vacciné par-dessus, ça peut créer des chocs qui vont en fait amplifier et aller de façon complètement anarchique, rendre l'animal encore plus malade qu'il n'est. Pire encore, même pire que la déclarer la maladie. Donc pour conclure, on contamine un animal qui était initialement indemne de la maladie. Puisqu'on va lui inoculer, même si c'est qu'un virus atténué, on va lui inoculer la maladie. Moi, j'ai eu une cliente cet été qui était scandalisée en disant « J'ai voulu protéger mon troupeau de vaches contre la FCO. J'ai donc vacciné tout mon troupeau. » Elle m'a dit « Mes vaches ont avorté, mes mâles sont devenus stériles et j'ai eu de la mortalité. » Et je vous raconte pas la fin de sa conclusion, c'était avec un langage plutôt fleuri. Mais on peut déclarer les effets indésirables. Ah oui. Est-ce qu'on prévient les éleveurs, dans ce cas, des effets indésirables possibles? Et déjà, est-ce qu'on les connaît? Alors, on ne prévient pas les éleveurs des risques d'effets indésirables. Parce que la vaccination libre et éclairée, ça n'existe pas non plus chez l'animal. Par contre, lorsque des éleveurs veulent faire remonter les décès de leurs animaux 24 heures après injection, eh bien, il y a un refus catégorique de prendre en compte cette déclaration. Donc, on se retrouve face à un mur où on refuse de voir si, oui ou non, il y a un lien de cause à effet entre la vaccination et le décès de l'animal. Ça me rappelle quelque chose, les décès suite aux injections coronavirus n'étaient pas pris en compte, je crois, dans les 15 jours qui suivaient l'injection. Alors voilà, c'est sur le même principe. Quand il y a des méthodes qui marchent, il faut les reproduire, il faut les refaire. C'est jackpot à la fin, c'est bien, c'est bien. Quand tu dis on refuse, c'est qui on? Parce que normalement, c'est quoi la procédure quand Alors, la procédure, c'est que moi, de ce que j'ai eu comme retour, c'est que des agriculteurs ont perdu des vaches 24 heures après avoir injecté leurs animaux et ils se sont retournés vers le GDS, vers les services vétérinaires en leur disant écoutez, j'ai quand même ma bête de morte, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à cause du vaccin? Et là, on leur ferme les portes, il n'y a plus de dialogue possible, c'est point barre, tu te tais. De toute façon, pour la plupart, ils ont signé comme quoi ils étaient d'accord et que c'était même limite eux qui étaient demandeurs, puisque quand on leur fait payer eux-mêmes les injections, c'est presque si le paysan était demandeur, puisque c'est lui qui l'a payé. Alors que ça lui a été imposé et qu'on décharge les services administratifs de toute responsabilité. Alors, en prévention, on va parler un petit peu de médecine naturelle. En prévention des maladies de manière générale, est-ce qu'il y a des façons de faire avec les animaux légales ou pas et de manière curative aussi? Alors, moi, je suis une grande adepte des connaissances anciennes. La raison pour laquelle j'élève des bisons, c'est grâce ou à cause de mes chevaux. Parce que ces deux espèces-là, à l'état sauvage, vivent ensemble en parfaite symbiose. Bon, ils ne sont pas prédateurs mutuels, ça tout le monde le sait. Ils ne sont pas non plus concurrentiels au niveau de la nourriture. Mes bisons se nourrissent exclusivement de graminées, d'écorces d'arbres, de feuillages et de petits fruits. Et ils ont tendance à délaisser les légumineuses comme le trèfle que le cheval adore pâturer. Donc, pas de concurrence au niveau alimentaire. Mais mieux encore, le cheval est un monogastrique et le bison un ruminant. Ça veut dire qu'ils ont deux tubes digestifs totalement différents, destinés à des parasites totalement différents. Ce qui fait que lorsque le cheval ingère les parasites internes du bison, le parasite ne se retrouvant pas dans son hôte, il ne peut pas passer du stade de l'œuf à la larve ou de la larve à l'adulte. Et forcément, s'il n'y a plus d'adulte, il n'y a plus de reproduction. Alors, grâce à nos bisons, la quasi-totalité de nos chevaux n'a plus vu de traitement antiparasitaire depuis plus de 20 ans. C'est à la fois écologique et économique. Ce savoir, eh bien, nos anciens le connaissaient. Et je suis pour le fait de retourner vers une paysannerie où on respecte la nature et l'environnement, où on laisse le temps aux animaux de grandir à leur vitesse et on ne cherche pas à faire du chiffre à tout prix parce que de toute façon, quand on gagne de l'argent, on se fait racketter par l'État. Donc, en plus d'une alimentation adaptée à l'animal et saine, est-ce que tu connais des méthodes pour soigner certaines maladies que tu as déjà expérimentées?
Alors, je sais que, par exemple, l'argile verte, c'est une façon de soigner bien des choses. Non, en fait, les plantes, c'est initialement nos premiers médicaments, avant qu'on dise que les pâles copies synthétiques étaient meilleures que les plantes. C'est ce que disait Claire d'ailleurs tout à l'heure. Au niveau caractéristique, c'est comment génétique, cellules eucaryotes, les plantes et les animaux vont très bien ensemble. Par exemple, moi, mes animaux savent que le saule, c'est l'acide salicylique. L'acide salicylique, pratiquement plus personne ne sait ce que c'est l'aspirine. Parce que, évidemment, les laboratoires vous préconisent de consommer du Doliprane. Donc, tu as déjà utilisé donc, toi, des plantes sur tes animaux? Mais mes animaux, en fait, ont cet instinct de savoir quelles sont les plantes qu'ils doivent ingérer. Moi, je sais que les vaches sont capables de le faire aussi, parce que je suis en relation avec un monsieur dont son père a eu travaillé avec les services de l'INRA. Et force est de constater, ils avaient une vache qui avait un veau malade. Ils ont fait 3 semaines d'acharnement thérapeutique, de traitement antibiotique. Le veau était en train de crever. À la fin, le père de ce monsieur a dit on arrête les bêtises, le petit va de toute façon mourir, on laisse la mère et son veau tranquille. Il a ouvert les portes de l'étable et il s'est dit il verra le grand jour pour quelques heures et puis voilà. Finalement, la vache est revenue avec son veau en parfaite santé. Il était allé se réfugier dans un îlot où il y avait des ronces et des orties. Et il faut savoir que la gémothérapie, c'est le fait de soigner par les germes, les bourgeons, pardon, ça a de véritables résultats. Eh bien, les animaux ont encore cette capacité pour l'instant à savoir ça. Les races anciennes qu'on est en train d'éradiquer le savent certainement. Quand vous les mettez dans des alpages, elles savent que telle plante est bonne pour booster l'immunité, telle autre plante est bonne pour baisser la fièvre, et ainsi de suite. Mais on ne veut pas de ces vaches-là parce qu'elles ne vont jamais être de bonnes consommatrices de produits médicamenteux. Elles ne sont pas faibles, elles sont fortes. Avant de passer à la conclusion, je me rends compte que j'ai oublié une question tout à l'heure. Un agriculteur, un éleveur qui refuserait de faire vacciner ses enfants, pardon, ses animaux, il est exposé à quoi comme sanction exactement ? Alors, j'avoue que je suis très curieuse de savoir quelles sont les sanctions parce qu'ils mettent la pression, la terreur. Donc, vous ne connaissez pas de cas de personnes qui ont refusé la vaccination et qui ont été punies pour l'instant ? Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le résultat parce que tous les paysans ont été punis par anticipation. On a commencé direct par abattre des animaux pour bien mettre la pression psychologique en leur faisant comprendre que s'ils ne se soumettent pas, ils s'exposent à de très, très graves sanctions. Celle d'abattre le troupeau. Et ça, c'est la ruine. Et puis, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est que l'éleveur qui ne se soumet pas ne recevra pas l'intégralité de sa PAC. Et certains ne vivent que de ça. Ils ne dégagent pas de ne survivent que de ça. Ils ne dégagent pas de revenus. S'il lui reste des animaux, parce qu'on ne va pas parler que de la DNC, il y a d'autres maladies, malheureusement, il ne peut pas les amener à l'abattoir. Là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'animal, il a un passeport. Vous savez, les boucles, c'est relié à un passeport. Et ce passeport doit être présenté à l'abattoir pour la traçabilité de l'animal. Et donc, ça veut dire que même en admettant qu'il refuse la PAC, il ne pourra pas vendre sa viande. Voilà, il ne pourra pas vendre le produit, sa production. Donc, les gars sont coincés. Pieds et poings liés. Ils sont passés maîtres dans l'art du chantage, de la menace et des mesures punitives. Est-ce que finalement, le fait de ne plus pouvoir abattre ces animaux soi-même, c'est une contrainte de plus par rapport à ce qu'on peut en faire, à comment on peut les traiter en amont déjà parce qu'un éleveur qui pourrait abattre lui-même ses animaux, il aurait quand même peut-être plus de liberté aussi par rapport à la vaccination, notamment. Alors en France, on est plus extrémiste que les extrémistes, puisqu'il faut savoir qu'en Allemagne, les paysans ont le droit d'abattre à la ferme.
Alors que nous, on est tenu d'amener nos animaux à l'abattoir. Alors moi, dans mon cas, j'ai la chance encore une fois, et puis je me suis battue pour, il y a plus de 20 ans de ça, avoir le droit de pratiquer un abattage sur parc pour éviter le stress de l'animal et puis pour aussi éviter la mise en danger du personnel à l'abattoir parce que ces animaux-là sont capables de sauter très très haut et puis quand ils paniquent, ils deviennent extrêmement dangereux. Donc pour éviter la mise en danger d'autrui, nous avons le droit, nous éleveurs de bisons, de pratiquer un abattage sur parc. Mais il me semble que tout ça a changé très récemment parce que moi, je me sers chez des petits producteurs locaux, dont producteurs de viande, et il y en a un, il a son petit laboratoire. Et il me semble qu'il y a encore, si ça se trouve, c'était avant Covid ou à peu près à cette époque-là, il faisait venir un petit abattoir mobile devant sa ferme, quoi. Et il me semble que c'est récent qu'il ne peut plus le faire, ça. À vérifier. Ah non, il n'y a pas besoin de vérifier. Pour avoir été, alors pas référente, mais en quelque sorte au niveau des services vétérinaires du département de la Creuse et de la Haute-Vienne, non, ils veulent surtout pas que l'élevage perdure. Donc la meilleure façon d'empêcher les éleveurs de produire, c'est de les priver de leur réseau de distribution. Donc pour pouvoir distribuer, il faut abattre. Et regardez, nous, on est en Creuse, on n'a pas un seul abattoir, alors qu'on est une zone d'élevage. Limoges a fermé à quasiment tous les particuliers, les paysans. Est-ce que pour vous, finalement, on va vers un lissage normatif visant à une législation sanitaire mondiale unique? Oh, mais je vais passer la parole à Claire. Elle est parfaitement éveillée sur le sujet. Je crois que la globalisation, elle est globale. Je vais faire de la palissade. Mais un État unique, une population unique, une législation unique, des méthodes uniques, une numérisation unique, le tout entre les mains de quelques milliardaires totalement cinglés, faut bien le dire. Et oui, ça sera pas unique parce que ça sera à 2 étages. Vous savez que en Sibérie, c'est là où sont stockées, soi-disant pour les conserver, pour les préserver, toutes les plantes originelles, les vraies plantes, celles qui sont pas trafiquées, qui sont pas OGM, qui ont pas été modifiées en les croisant avec d'autres plantes du même genre ou différentes, etc., pour qu'elles résistent à ci. Alors je parle même pas des modifications qui impliqueraient des résistances à certaines maladies. Voilà, non, je suis même pas là-dedans. Donc ça, à votre avis, ça va servir à qui ? Ça va servir à cette pseudo-élite, qui se décrète élite, qui veut dominer le monde. Et puis nous, on aura quoi ? On aura les merdouilles. Alors peut-être de la viande, mais voilà, ce sera des viandes produites avec des animaux qu'on pourra reproduire, peut-être qu'ils feront des clones, on mangera de la viande clonée, voilà, oui, je crois que ça commence déjà à être le cas. Oui, attends. De la viande clonée, des choses comme ça, des végétaux, pareil, qui n'auront plus rien dedans, parce que notre alimentation manque d'acides aminés, de minéraux, il n'y a plus rien dedans. Une pomme, elle est 50 fois plus sucrée que ce qu'elle était avant, et il y a peut-être... Non, elle est plus sucrée, mais il y a moins de minéraux, voilà, il y a moins de nutriments dedans, donc on a une alimentation pauvre. Disons qu'il faudra que ce soit quelque chose qui ne leur coûte pas cher, qui soit pas chiant à produire, parce qu'ils auront quand même besoin un peu d'une certaine catégorie de la population pour leurs services, et puis le reste, eux, auront des bons produits, auront des très très bons produits. Alors, la viande clonée, elle existe depuis fort longtemps. En fait, ça fait déjà de très nombreuses années, je dirais plus que 7 ans. Alors, ceux qui sont contre la souffrance animale, ils pourraient trouver ça bien. Oui, c'est formidable d'attraper des tumeurs. Oui, je suis d'accord.
Ça éradique la population, ça aide l'humanité. Oui, tout à fait, formidable. Tu veux dire qu'en mangeant ça, c'est à nous que ça va créer des Mais tumeurs? bien évidemment, on va parce que la souffrance animale, mais on va se faire du mal à nous-mêmes. Pour avoir maintenant dans mes réseaux de fréquentation des gens qui sont dans la recherche, il est dit que ces hormones de croissance continuent encore de se développer après ingestion. Ce qui veut dire que si elles se développent à l'intérieur de nous, autant vous dire qu'on pourra se sentir quelque peu sans tort. On va retrouver des chimères. Mais là, ils font tout pour que la viande naturelle soit exorbitante, puisqu'ils abattent tellement de troupeaux que maintenant la viande devient rare et donc plus coûteuse. Moi, j'ai vu l'envolée des prix de la viande. C'est exorbitant. D'ailleurs, même moi, nous, on a toujours souhaité ne pas faire comme certains, se gaver au moment du Covid ou de l'Ukraine. Et donc, on a maintenu nos prix au plus bas. Mais là, j'ai vu de la viande d'agneau être plus chère que mon bison rare biologique. Et c'est pas de la viande d'agneau bio, c'est juste de la viande d'agneau français. Y a-t-il un autre moyen que la désobéissance civile pour les éleveurs pour résister à ce qui se passe? Pour moi, ce ne sera pas une désobéissance civile, ce sera attaquer donc en justice toutes nos instances administratives pour démontrer qu'elles sont dans le tort et que nous avons raison de résister. On ne va pas se laisser faire. C'est toute l'humanité qui va se retrouver condamnée. Si on mange ces produits qui n'ont aucun retour sur les effets secondaires, mais à quel moment on est dans un état bienveillant et protecteur? La présomption, enfin, comment dire, le principe de précaution. Le principe de précaution n'est pas appliqué là. En fait, on vaccine à tour de bras sans avoir connaissance des conséquences des produits injectés. Oui, mais en attendant de se lancer dans des procédures, non, un éleveur on est qui obligé. ne veut pas faire vacciner ses animaux, comment il fait? Eh bien, quelqu'un qui ne veut pas faire vacciner ses animaux contacte Verte France. Nous allons les aider au mieux. On est en train de s'armer pour retarder le processus. Ce qu'on va faire, c'est effectivement des référés suspensifs pour retarder, jusqu'à démontrer que nous avons raison. Alors, Verte France, c'est quoi? Verte France, c'est un syndicat agricole autonome qui est aux antipodes de la FNSEA. Très bien résumé. L'espoir que l'on peut avoir réside effectivement dans des démarches terrain, au niveau du détail, qui serait plus dans le systémique. Effectivement, je pense qu'il faut donner les moyens aux gens, qu'ils soient éleveurs ou pas éleveurs, agriculture ou pas, parce qu'on est tous dans le même bain, on est tous dans la même maltraitance. Et on ne peut pas justement se dire « Ah oui, moi je suis pas éleveur, je suis pas concerné, on me tue pas mes animaux, ou moi je suis dans une région, il se passe rien, je m'intéresse pas ». On doit vraiment faire passer ce message de tous se liguer. Alors, on n'est pas obligé d'adhérer exactement aux mêmes choses, de faire exactement les mêmes choses, mais il faut aller dans le même sens. Après, la question du juridique, je pense qu'on doit systématiquement tout passer par le juridique pour qu'il y ait des traces. Après, un autre espoir, il nous vient de l'extérieur, d'autres pays où ça bouge, et des pays très importants, un petit peu comme les États-Unis quand même. On a un petit peu du mal à suivre vraiment ce qui se passe, mais concrètement, il y a des résultats, des choses qui bougent. Et après, il faut quand même se rappeler ce qu'est la race humaine. La race humaine, l'humain, c'est un combattant. On s'est endormi, la société de consommation a fait de nous des mollusques, donc il est temps qu'on se réveille et puis qu'on leur foute sur la gueule. Une dernière chose, c'est vrai que c'est l'union qui fait la force. Moi, je ne suis absolument pas concernée dans l'immédiat par ce problème de DNC. Ça ne m'empêche pas de vouloir aider mes confrères à s'en sortir et à essayer de faire mon maximum pour les aider. Ils ne sont pas seuls. Nous sommes en train de nous réunir, de nous rassembler. Il faut nous entraider. Chaque fois que vous avez un document à partager, n'hésitez pas. Donnez-nous ce document, qu'on l'étudie, qu'on analyse de façon à pouvoir rétorquer, pour pouvoir répondre au plus rapide, de façon à sauver tous les autres. Il faut absolument s'entraider pour se sauver mutuellement. Parce que ce qui vous arrive maintenant pour certains, ça nous arrivera à nous plus tard. Donc, pour empêcher que ça se généralise, il faut tuer le ver dans l'œuf.
Et c'est sur ce principe-là que quelqu'un comme moi, qui vient de l'industriel, qu'est-ce que je fous chez les pagus, hein, on se demande. Eh ben c'est ça, c'est cette idée que on a tous notre petite graine à planter, notre maillon à venir raccorder, et que on doit tous le faire. Hein. C'est primordial. Donc s'il y a des éleveurs qui ont envie de faire vacciner leurs animaux, qu'ils fassent vacciner leurs animaux, et que ceux qui n'en ont pas envie ne le fassent pas, c'est ça? Non, absolument pas. C'est pas ce que j'ai dit. Autant pour un choix personnel, pour sa santé personnelle, je dis que chacun fait selon sa conscience, son désir. Mais pour ce qui est de la santé animale, tant qu'on n'a pas eu de retour d'études de fait sur l'impact que peut avoir ces vaccinations sur, après, la consommation et notre santé à nous, êtres humains, parce que là, on est pris en otage, on est des cobayes. Est-ce qu'on sait si, par exemple, on va tous développer des cancers ou développer Parkinson ou je ne sais quelle pathologie à cause de ces injections? Il n'y a aucune étude de fait. C'est un peu abusé. On n'est pas des cobayes. Alors, autant pour soi personnellement, si quelqu'un a envie de servir de cobaye à un laboratoire, grand bien lui fasse, mais je veux que chacun ait le droit de se nourrir sainement. Et pour l'instant, ces vaccinations ne sont aucune garantie d'une alimentation saine. Puis il n'y a pas le consentement de l'animal non plus. Là, le pauvre, lui, on ne peut pas lui demander est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas. Non, mais il pourrait y avoir le consentement de l'éleveur, déjà, ce serait déjà oui. Un bon point. Oui, je pense que la France entière est devenue un grand terrain d'expérimentation. Les syndicats, les syndicats agricoles, je trouve qu'ils sont encore dans le fonctionnement traditionnel des syndicats. Ils n'ont pas compris le changement de paradigme dans le monde, avec la question qui était posée tout à l'heure sur l'uniformisation des méthodes, des techniques, des façons de faire, des vaccinations, etc. Et qu'on ne lutte plus comme on le faisait avant. Après des syndicats comme Verte France, on a un petit peu la problématique d'être invisibilité et d'avoir des moyens limités. Mais plus nous serons visibles, plus nous aurons de moyens. TikTok nous donne une certaine visibilité, WhatsApp aussi. Il est fort probable que la petite interview Nexus nous ouvre un petit peu d'autres portes. Il faut rassembler. Eh bien, merci à toutes les deux. On a passé un long moment ensemble, aussi en compagnie de Monsieur Bison en arrière-plan. Nous rappelons que le magazine Nexus est un magazine papier que l'on peut trouver en kiosque et en ligne. Nous avons fait 2 gros dossiers sur la vaccination animale, un dans le numéro 155 et un dans le numéro 156, qui est plus axé sur les médecines naturelles au secours de la santé animale. Donc, dans le 155, c'était « Je vous l'étends », regardez, on a... Je les ai déjà, moi aussi. Celui de droite, c'est le 155 de la seringue à votre assiette, c'était l'article à la une. Et le deuxième, avec un beau message en couverture, sur la gauche, le numéro 156 sur les médecines naturelles. Et le prochain numéro 161 de novembre-décembre aura un article sur la dermatose nodulaire contagieuse et aussi sur les vaccins. Je vous remercie, à bientôt et merci. Bonne lecture. Merci.